25 novembre 2025. Nous sommes dans la 4e année, jour 275, depuis le début de l'invasion totale. Soyez les bienvenus, je vous salue. Voici le rapport de situation quotidien. Je salue tout particulièrement les membres de la chaîne, les abonnés et l'équipe Algo. Le dernier rapport date maintenant de 4 jours. Malheureusement, j'étais absent et en visite dans la capitale fédérale pour rencontrer plein de personnes formidables et honorables. Surtout pour apporter l'aide que nous avons pu financer grâce à diverses collectes de dons là où elle est le plus nécessaire. Voyons voir comment le rapport d'aujourd'hui sera reçu. Là, l'équipe Algo va devoir laisser quelques commentaires et likes en plus pour que l'algorithme ne punisse pas trop la pause de 4 jours. Ce que j'ai vécu à Berlin est ce que j'ai vu dans la boutique caritative de l'aide à l'Ukraine à Berlin. Car ça vaut vraiment le coup de le visiter, je vous le montrerai cette semaine dans une vidéo spéciale. Restez donc à l'écoute. Le contenu du rapport d'aujourd'hui est une synthèse des événements les plus importants de ces derniers jours. Selon des rapports concordants, la centrale thermique de Chatura dans la région de Moscou a été attaquée par des drones. Les enregistrements montrent plusieurs explosions et d'importants incendies. Les premiers indices suggèrent que des installations périphériques ont été touchées. Les cibles habituelles là-bas sont les champs extérieurs, transformateurs, postes de commutation et groupes auxiliaires pour l'approvisionnement en pétrole et gaz. Parce qu'un seul impact peut généralement entraîner des conséquences pour d'autres installations. La défense antiaérienne russe a encore fait un excellent travail récemment. Chaque tir une cible touchée. Mais encore une fois, ce sont des immeubles d'habitation de leur population qui ont été touchés, pas des cibles aériennes. Cette vidéo vient de la région de Bergerath. Cette vidéo a été tournée en Crimée. Comme on peut le voir avec toutes les balles traçantes qui volent sauvagement dans toutes les directions, les Russes s'en fichent complètement de pouvoir toucher n'importe quelle autre maison, n'importe quelle voiture et, pire encore, leurs propres civils quand ils tirent comme des fous partout. Cette vidéo ici vient de Geletchnik. Là-bas, les Ukrainiens ont attaqué avec des drones et les Russes avec leur défense antiaérienne. Vous voyez donc, ça continue toujours. Je ne connais aucun autre pays au monde qui tire des missiles sur des cibles basses au-dessus des immeubles résidentiels de sa propre population. Ou du moins qui essaye de le faire. Lors des frappes nocturnes sur la base aérienne russe de Taganrog, selon plusieurs rapports, un rare A-60 et un Ilyushin 76 ont été endommagés ou même détruits. Jusqu'à présent, seuls 2 exemplaires de l'A-60 existaient. Comme les 2 prototypes datent encore de l'époque soviétique et n'ont guère été développés depuis, l'Ilyushin 76. Celle-ci devrait être bien connue, car elle constitue l'épine dorsale de la logistique aérienne russe. Pour la S-60, on n'est pas vraiment sûr non plus. Cela pourrait aussi, à cause de l'arrière, être une ancienne version de l'S-100, donc un avion de test. Je vous demande juste d'attendre un peu, le temps d'obtenir plus d'informations. Tout cela est encore récent. Des soldats russes commettent encore des crimes de guerre. Sur cette vidéo, 4 soldats ukrainiens sont au sol, les mains levées au bord. Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi le tireur n'a-t-il pas peur des conséquences lorsqu'il commet un tel acte? Parce qu'il n'y en a pas de sérieuses, et c'est un problème. Pour les Russes, peu importe que ces exécutions soient filmées par des drones ukrainiens ou non. Bien au contraire, souvent ils filment eux-mêmes ces choses et les publient ensuite sur Internet. En effet, il n'y a personne d'aucun côté qui fasse quoi que ce soit contre cela ou qui dise quoi que ce soit à ce sujet. Les Ukrainiens le condamnent et souhaitent aussi le punir ensuite. Mais cela n'intéresse pas les soldats russes, car ils partent du principe qu'ils finiront de toute façon par gagner la guerre. Qui voudrait donc les arrêter? Le premier projet du plan en 28 points, qui aurait accordé une amnistie totale, a bien sûr montré que les États-Unis n'ont eux non plus aucun intérêt à élucider et à punir de tels crimes. L'Europe, comme d'habitude, reste silencieuse et songe à sanctionner quelques pétroliers qui, au port suivant, changeront de nom et poursuivront sous un autre pavillon. Pendant que les sanctions vraiment douloureuses, une fois de plus, ne sont pas appliquées ou arrivent simplement à des intervalles beaucoup trop longs. Alors, qui est censé vraiment les punir ou y mettre un terme? La Russie ne s'y intéresse pas, l'Ukraine non plus, et l'Occident reste otage de lui-même sans rien faire.
Et cela ne concerne pas seulement ce genre de choses, mais presque tous les autres sujets. Maintenant, on pose à nouveau aux informations la question que j'entends déjà pour la 100e fois d'affilée, toujours sans changement et toujours avec le même enthousiasme. La Russie va-t-elle maintenant venir à la table des négociations et y aura-t-il alors une paix? Ou la paix va-t-elle se rapprocher? Je n'en peux plus de tout ça, petit à petit. Après 1371 jours d'invasion totale, il est enfin temps que l'Occident se rende compte qu'il s'agit ici d'une véritable guerre et non d'un acte diplomatique. La Russie ne sera pas et ne sera jamais prête à renoncer à ses exigences tant qu'elle continuera à obtenir des gains en Ukraine. Même s'il ne s'agit que de quelques mètres par jour, chèrement acquis mais pas assez chers pour le Kremlin. La Russie ne réagira jamais à la raison et la Russie ne négociera jamais avec l'Union européenne. La seule chose qu'ils veulent, c'est négocier d'égal à égal avec les États-Unis. Et dans ce cas-là, sortir en tant que vainqueur de la guerre. Et ils y arriveront aussi, j'en suis convaincu, si l'Europe ne parvient pas enfin à s'unir et à rester soudée, ou si les votes à l'unanimité continuent d'être un obstacle à une action rapide. Il est temps qu'on augmente enfin la pression. Militairement, en exerçant une forte pression sur l'Ukraine, qui résiste déjà très bien à ce qui était autrefois la deuxième armée mondiale. C'est ce qui se passe ici, sinon l'Ukraine aurait chuté en 3 jours. Mais au lieu que cela se produise, nous voyons après 1771 jours que les Russes ont à peine progressé au cours des 2 dernières années, et ce dans des conditions difficiles. Il faudrait donc faire en sorte de montrer au Kremlin et à Poutine que cela peut devenir encore plus difficile, voire presque impossible, de réaliser le moindre gain. Et alors, ce n'est qu'à ce moment-là qu'il sera prêt à négocier d'une manière ou d'une autre. Mais il n'y a certainement aucun besoin de négocier ici. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Soutenez la chaîne. Tout comme je vous informe chaque jour, toujours sans trop de bavardage, d'auto-mise en scène ou de publicité dans les reportages, rapidement et de manière fiable. Dans la ville de Minourad, 4 soldats russes ont été capturés comme ressources. Cela s'est produit ici, à peu près au centre, vers l'épingle verte. À la différence des 4 soldats ukrainiens cités plus tôt, ils n'ont pas été exécutés sur place. J'ai donc placé la zone grise un peu plus à l'intérieur de la ville, sans tenir compte de la direction d'où ils venaient probablement, dans ce cas l'est. À seulement quelques kilomètres de là, près de Pokrovsk, il existe également différentes situations sur le terrain. Il y a des gens qui affirment que l'Ukraine a réussi à chasser les Russes du centre-ville. Et maintenant, ils essaient de reprendre le contrôle de la gare. Ensuite, mais il y a des gens qui affirment exactement le contraire et veulent te le montrer que la poche est physiquement fermée depuis longtemps et que les Ukrainiens sont encerclés. Certains, après leur naissance, ont sûrement été lancés 3 fois en l'air, mais rattrapés seulement 2. Que montrent ces 3 affirmations ? Aucune d'entre elles ne reflète la situation actuelle, surtout pas celle avec les soldats de l'OTAN. Comment peut-on inventer de telles absurdités et pourquoi approuve-t-on de telles absurdités ? Je vais maintenant essayer de vous expliquer la situation à Pokrovsk en m'appuyant sur des sources sérieuses et généralement très fiables des 2 côtés, ainsi que sur des géolocalisations. Pas de triomphalisme, d'annonce de victoire ni de message d'espoir, mais ces spectateurs réguliers le savent déjà. Sur ma carte de situation, les zones rouges signifient en fait qu'elles sont contrôlées par les Russes. Les zones bleues signifient que les Ukrainiens ont pu les reconquérir. Et les zones jaunes, ici, par exemple, signifient qu'il s'agit d'une zone grise où la situation n'est pas claire. La seule exception qui existe se trouve ici dans la région nord de Pokrovsk et dans la région sud autour de Pokrovsk. Là-bas, le rouge signifie en effet que la zone est majoritairement dominée par les Russes et le jaune signifie qu'elle est fortement disputée par les 2 camps. On ignore qui domine vraiment ici. Quelle différence entre conquis, occupé et dominé ? Pour conquis et occupé, on sait qu'il n'y aura plus aucun soldat adverse là-bas. Mais ici, c'est encore incertain. Ça peut toujours arriver, non ? Je reçois toujours des géolocalisations où des soldats ukrainiens sont ici, où un drone russe frappe aussi parfois ici. Cela n'aurait aucun sens avec seulement des Russes à l'intérieur. Cela veut dire que ces zones ici sont en grande partie dominées par les Russes, mais il se peut aussi qu'il y ait encore des soldats ukrainiens. C'est identique des 2 côtés pour les zones jaunes. Et partout où rien n'était marqué, ce sont les Ukrainiens qui sont majoritaires ou qui ont l'avantage. Et, comme je l'ai dit, partout ailleurs sur la carte, on peut dire avec certitude qu'il n'y a aucun soldat adverse alors qu'à Pokrovsk, nous n'avons pas ce luxe. Contrairement à la dernière mise à jour, les Russes ont aussi attaqué ici. Les combattants sont désormais très intenses dans ce quartier. Ils ont aussi réussi à atteindre ces endroits ici en haut. Ici, des drones ukrainiens ont attaqué quelques soldats de Russes isolés. Ce n'était pas une avancée majeure, juste 2 ou 3 soldats dans un champ.
Je ne peux pas montrer la vidéo ici, mais je mets presque tout sur Telegram. À Pokrovsk, ce n'est plus comme avant. Ne comparez pas cela à Bakhmout. À Bakhmout, derrière la ville, nous avons vu de nombreux soldats russes, colonnes et axes d'attaque. Nous avons vu de nombreux groupes, des compagnies, qui ont attaqué en une seule frappe. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. 2 ou 3 soldats pendent tentant maintenant de prendre une maison. Peut-être qu'ils échouent aussi. S'ils réussissent, ils restent dedans. Puis 2 ou 3 nouveaux soldats avancent. Les premiers avancent encore de quelques centaines de mètres, puis reculent, et ainsi de suite. Ce ne sont plus de grands groupes, ni de grandes unités qui combattent ici. Ce sont souvent de petits groupes face à d'autres petits groupes. Cela vaut aussi pour les Russes, comme on le constate. Sinon, ils ne gagneraient pas de terrain ici. Cependant, ils ne sont actuellement pas aussi exagérés que ce que montrent certaines cartes très pro-russes. D'un autre côté, les Ukrainiens n'arrivent pas non plus à contenir tout ce qui se passe ici, contrairement à ce que montrait la carte très pro-ukrainienne dès le début. Au final, on se bat toujours ici. On peut dire qu'environ 80% de la ville sont plus ou moins sous contrôle russe. Les combats restent intenses et le reste pourrait bientôt être perdu ici. Comme je l'ai dit, ici les Russes ouvrent à nouveau une nouvelle direction d'attaque, et ici on signale de plus en plus d'attaques. Un peu plus à l'est, ici autour de Murnerat, encore une fois, j'ai aussi marqué cet endroit en jaune. Les Russes ont attaqué violemment ici, mais officiellement ces lieux ne sont pas tombés. Voilà ce qui s'est passé. Côté russe, il n'y avait presque plus de rapports indiquant qu'ils contrôlaient ces endroits. C'est donc une zone grise très difficile à évaluer. Et les attaques qui ont eu lieu ici à Murnerat, elles sont venues exclusivement de l'Est. Cela veut dire qu'on ne pourrait même pas dire qu'ils ont attaqué par le sud ici, ce qui nous permettrait de comprendre qu'ils ont déjà percé quelque part par ici. Comme je l'ai dit, tout cela reste une grande zone grise. Les Russes font pression de partout, mais nous ignorons où ils sont et où les Ukrainiens ne tiennent plus. Sur la route là-haut, d'autres attaques de drones russes ont eu lieu. Cela signifie que les Russes sont arrivés si loin au nord de la ville qu'ils peuvent lancer des attaques de drones à partir de là. Des véhicules ukrainiens circulent sur la T-0515-2 ont été détruits à l'endroit de l'épingle rouge. Mais dans la poche semi-encerclée, ils continuent d'augmenter la pression. Nous l'avons déjà vu. Les prix des exportations chinoises vers la Russie ont grimpé de 87% en un an selon NTV. En comparaison, les prix en Occident n'ont augmenté que de 9% sur la même période. Si l'on compare cela au prix de l'énergie extrêmement bas que la Chine paie pour l'énergie russe, il devient évident que Pékin profite absolument de cette relation inégale. Cette arnaque extrême se fait sur le dos des citoyens russes qui ont déjà du mal à s'en sortir. En même temps, beaucoup d'entre eux soutiennent aussi la guerre qui les pèse de plus en plus dans ce domaine. C'est incroyablement dommage et aussi triste de voir comment la Russie se nuit à elle-même et comment les citoyens s'en préoccupent. Dommage et triste comment la Russie se nuit à elle-même et s'en préoccupe. C'est incroyablement triste. La Russie s'occuper est incroyablement triste. Voir comment la Russie se fait du mal. C'est incroyablement dommage et aussi triste à voir. De voir comment la Russie se nuit à elle-même et comment les citoyens s'en occupent. Voir comment la Russie se nuit à elle-même et s'occupe, c'est incroyablement dommage et triste de voir comment la Russie se fait du tort et comment les gens s'occupent.